Gisèle contemple les dernières flammes qui lèchent encore les poutres noircies de ce qui était sa maison ce matin. L'odeur âcre de plastique brûlé lui pique la gorge. Elle serre contre sa poitrine la seule chose qu'elle a pu sauver. Une photo de ses grands-parents dans un cadre fissuré. Les pompiers rangent leurs équipements avec l'efficacité de ceux qui ont vu 1000 tragédies. Le capitaine lui tapote l'épaule avec bienveillance. « Votre famille m'arrive » demande-t-il, en observant la silhouette solitaire de cette femme de 28 ans, aux cheveux châtains couverts de suie. Gisèle hoche la tête. Elle les a appelés il y a 1 heure. Ils vont venir. Ils doivent venir. Le court-circuit s'est produit vers 10 heures. Un grésillement dans la cuisine. Puis tout s'est enchaîné si vite. Gisèle a eu juste le temps de sortir en pyjama et d'alerter les secours. Maintenant, elle fixe les ruines fumantes de ses économies, de ses souvenirs, de sa petite vie tranquille. Ses mains tremblent encore. Son cœur bat de manière irrégulière depuis des heures. Elle entend des portières claquer. Enfin, sa gorge se desserre légèrement. Dans les moments difficiles, on a besoin de sa famille. Elle se tourne vers la rue, un sourire fragile aux lèvres. Sa mère Claudette descend de sa voiture flambant neuve, suivie de son père Bernard et de sa sœur Amélie. Aucun d'eux ne court vers elle. Ils s'approchent lentement, observant le spectacle avec une curiosité détachée. « Mon Dieu, Gisèle !» soupire Claudette en rajustant son sac à main. « Comment tu as fait ton compte cette fois ?» Le sourire de Gisèle vacille. Cette fois, elle observe le visage de sa mère, cherchant une trace d'inquiétude, de compassion. Elle ne trouve qu'une exaspération familière. « Maman, j'ai tout perdu », murmure-t-elle en désignant les décombres. « Avec ton désordre habituel, c'était prévisible », grommelle Bernard en secouant la tête. « Tu ranges jamais tes affaires électriques correctement. » Amélie sort déjà son téléphone portable et commence à prendre des photos. D'abord du sinistre, puis elle se positionne devant les ruines fumantes. « Qu'est-ce que tu fais ?» demande Gisèle, incrédule. « Pour l'assurance, évidemment », répond sa sœur en prenant plusieurs clichés. Puis elle sourit soudainement à l'objectif. Et puis ça fait une histoire à raconter. Gisèle sent ses jambes faiblir. Elle s'attendait à des bras qui l'entourent, à des mots réconfortants, à de l'aide pratique. Au lieu de cela, elle reçoit des reproches et assiste à une séance photo improvisée. Enfin, le karma a rattrapé le désordre, lance Claudette avec un petit rire nerveux. « Tu attires vraiment les problèmes, ma pauvre fille. » Ces mots frappent Gisèle comme une gifle. Le karma? Sa propre mère pense qu'elle mérite ce malheur? Son estomac se noue douloureusement. « J'ai nulle part où dormir cette nuit, » dit-elle d'une voix blanche. « Tu as des amis, non ?» répond Bernard en consultant sa montre. « Nous, on a déjà prévu quelque chose ce soir. »« On peut te prêter 200 €, ajoute Claudette avec l'air de faire une grande faveur. « Mais attention à nous les rendre rapidement. » Amélie continue ses selfies, maintenant avec des poses dramatiques devant les décombres. Elle rit même en montrant ses photos à ses parents. « Regardez celle-là, je ressemble à une survivante de film. » Gisèle les observe en silence. Ces 3 personnes qui partagent son sang, qui ont assisté à ses anniversaires, qui connaissent ses peurs d'enfant. Ces 3 personnes qui la regardent perdre son foyer avec l'indifférence de spectateurs devant un divertissement télévisé. Le pompier revient vers elle. « Mademoiselle, nous avons terminé. Évitez de vous approcher des structures encore chaudes. » Il jette un regard perplexe vers sa famille, toujours occupée à leurs photos et leurs commentaires détachés. « Bon, nous, on va y aller, » annonce Claudette après 20 minutes exactement. « Tu nous tiens au courant pour la suite, et organise-toi mieux la prochaine fois. » Ils repartent comme ils sont venus, sans un regard en arrière. Gisèle reste seule devant sa maison détruite, tenant toujours la photo fissurée de ses grands-parents. Le silence qui suit le départ des voitures lui semble assourdissant. Elle s'assied sur le trottoir, les genoux contre la poitrine. Pour la première fois de sa vie adulte, elle comprend avec une clarté douloureuse qu'elle n'a jamais eu de vraie famille. Juste des gens qui portent le même nom qu'elle. Ses larmes coulent enfin, pas sur sa maison perdue, mais sur l'illusion qui vient de partir en fumée avec elle. « Je mérite mieux que ça », murmure-t-elle dans le crépuscule qui tombe. Mais sait-elle vraiment comment trouver mieux ? 3 semaines après l'incendie, Gisèle pousse la porte de son nouveau studio. 30 mètres carrés dans une banlieue anonyme. Mais c'est à elle. L'assurance a versé juste assez pour couvrir le dépôt de garantie et quelques meubles de base.
Elle pose son sac sur le petit canapé d'occasion et observe son nouveau royaume. Un lit pliant, une table bancale, une kitchenette minuscule. Son téléphone vibre. Encore sa mère. « Allô Gisèle ? Tu as reçu notre proposition ?» Elle ferme les yeux. La veille, ses parents ont daigné l'appeler pour lui offrir de revenir vivre chez eux, moyennant 300 € de pension mensuelle et l'engagement de participer aux tâches familiales, comme une domestique payante. « J'ai trouvé autre chose, maman. Un studio miteux, j'imagine. Vraiment, tu es si têtue. Tu préfères jeter l'argent par les fenêtres plutôt que d'accepter notre aide. » Aide. Ce mot résonne étrangement dans la bouche de Claudette. « Je me débrouille très bien, » répond Gisèle d'une voix égale. « Si tu le dis, mais quand tu auras faim, ne viens pas pleurer. » Sa mère raccroche sans au revoir. Gisèle fixe l'écran éteint, surprise de ne ressentir aucune tristesse. Juste un soulagement immense. Elle entend des bruits de moteur dans la cour. Par la fenêtre, elle aperçoit un homme d'une trentaine d'années qui bricole sous le capot d'une vieille Peugeot. Cheveux noirs, mains expertes, gestes précis. Son voisin sans doute. Le lendemain matin, elle sort pour aller chercher du pain. L'homme lève la tête de son travail et la salue d'un hochement de tête poli. Gisèle répond par un petit sourire timide. « Vous venez d'emménager ?» demande-t-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. Sa voix est douce, sans curiosité indiscrète. Juste amicale. « Hier soir, je suis Gisèle. »« Marcus, bienvenue dans le quartier. » Il ne pose pas de questions embarrassantes sur ses circonstances, ne fait pas de commentaires sur ses quelques affaires ou son allure fatiguée. Cette simplicité désarme Gisèle. En rentrant de la boulangerie, elle le trouve qui répare une bicyclette devant son garage ouvert. Outils bien rangés, pièces détachées, classées avec soin. Tout l'opposé du chaos que sa famille lui reproche constamment. « Vous êtes mécanicien ?» demande-t-elle en s'arrêtant. « Officiellement, non. Officiellement, je travaille dans un bureau d'études. Officieusement, je répare tout ce qui roule pour arrondir les fins de mois. » Il sourit en disant cela, sans amertume. Gisèle reconnaît cette dignité tranquille de ceux qui se battent sans se plaindre. « Et vous ? » ? « Je cherche du travail. Comptable de formation, mais les postes sont rares. Le bureau de comptabilité près de la gare recrute. J'ai vu l'annonce hier. » Cette information donnée simplement, sans calcul, touche Gisèle plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Quand a-t-elle reçu de l'aide désintéressée pour la dernière fois ? Le soir même, son téléphone sonne. Amélie cette fois. « Tu boudes vraiment ? Maman est vexée que tu aies refusé de revenir à la maison. » « Je ne boude pas. Je vis ma vie. Tu es ridicule. On est ta famille, Gisèle. Le sang, c'est plus important que ton orgueil. » Le sang. Toujours cette excuse pour justifier leur indifférence. Gisèle observe par sa fenêtre Marcus qui termine sa journée en rangeant méticuleusement ses outils. Un inconnu qui lui montre plus de considération en 2 jours que sa famille en 28 ans. « La famille, ça se mérite ?» répond-elle calmement. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que porter le même nom ne suffit pas. Il faut se soucier les uns des autres. » Amélie ricane. « Depuis quand tu fais de la philosophie ? Tu changes, Gisèle, et pas en bien. » Après avoir raccroché, Gisèle se prépare un thé et s'installe près de la fenêtre. Marcus sort de son garage, verrouille soigneusement la porte, puis lève les yeux vers son studio. Il lui adresse un petit geste de la main. Rien d'intrusif, juste un « bonne soirée », silencieux. Elle lui répond par un sourire sincère. Le premier depuis l'incendie. Cette nuit-là, pour la première fois en 3 semaines, Gisèle s'endort sans repenser aux reproches de sa famille. Elle pense à la gentillesse spontanée de Marcus, à cette possibilité d'emploi qu'il lui a signalée, à cette façon qu'il a de la traiter comme une personne digne de respect. Peut-être que changer n'est pas si terrible, finalement. Le lendemain, elle ira postuler pour ce poste de comptable. Et si Marcus prend encore son café du matin dans la cour, elle lui proposera de le partager. Qui sait ce qui peut naître de ces petits gestes simples ? 15 jours plus tard, Gisèle sirote son café matinal dans la cour en compagnie de Marcus. Cette habitude s'est installée naturellement entre eux, sans déclaration ni formalité. Juste 2 personnes qui apprécient de commencer la journée par quelques mots échangés dans la douceur de l'aube. « L'entretien s'est bien passé ?» demande Marcus en réglant le carburateur d'une mobilette. « Ils m'ont prise. Je commence lundi. »
Le cabinet de comptabilité près de la gare cherchait effectivement quelqu'un. Un petit bureau poussiéreux tenu par Monsieur Durand, la soixantaine bienveillante, qui a surtout apprécié sa motivation plus que son expérience. Félicitations, ça mérite un café spécial. Marcus disparaît dans son garage et revient avec un paquet de café italien qu'il garde pour les grandes occasions. Ce geste simple touche Gisèle profondément. Quelqu'un qui célèbre ses petites victoires au lieu de les minimiser. L'après-midi, elle décide de s'offrir un café en ville pour marquer le coup. Dans une brasserie près du centre, elle s'installe près de la fenêtre avec un livre d'occasion acheté chez le bouquiniste. À la table voisine, 2 femmes élégantes discutent affaires. L'une d'elles, la quarantaine dynamique aux cheveux auburn, explique à sa collègue. Le problème avec les agences traditionnelles, c'est qu'elles pensent que tout le monde veut ressembler aux mannequins des magazines. Moi, je cherche quelqu'un de différent, pas formaté par les écoles de commerce. Gisèle tend l'oreille malgré elle. Le marketing, un domaine qui l'a toujours intriguée sans qu'elle ose s'y aventurer. « Tu sais ce qui marche vraiment ?» continue la femme. L'authenticité. Les gens en ont assez des familles parfaites dans les publicités. Ils veulent voir de vraies personnes avec de vraies histoires. Les vraies histoires. Gisèle pense à la sienne, à ces familles dysfonctionnelles qu'on cache derrière des sourires de façade. Elle ose intervenir. « Excusez-moi, je ne voulais pas écouter. Mais vous avez raison. Les vraies familles, ce n'est pas toujours les repas de Noël harmonieux qu'on voit partout. » La femme aux cheveux auburn se tourne vers elle avec intérêt. « Exactement. Vous travaillez dans la communication ? » ?»« Non, je suis comptable. Enfin, je vais l'être, mais j'observe beaucoup les gens. Moi, c'est Élise. Je dirige une agence créative, et cette observation, c'est exactement ce qui manque à mes équipes. » La conversation s'engage naturellement. Élise explique ses projets, sa vision d'un marketing plus humain. Gisèle partage ses réflexions sur les décalages entre image publique et réalité privée des familles. « J'ai une proposition étrange à vous faire, » dit soudain Élise. « Je cherche quelqu'un pour un stage. Pas dans votre domaine, mais dans le mien. Quelqu'un avec un regard neuf. » Gisèle sent son pouce accélérer. « Je n'ai aucune formation en marketing. » « Tant mieux. Les formations, ça formate. Vous avez autre chose. Cette capacité à voir ce que les autres ignorent. » Elles échangent leurs coordonnées. Élise propose un stage à temps partiel, payé au SMIC, compatible avec son emploi de comptable si elle négocie des horaires aménagés. Le soir, Gisèle retrouve Marcus dans la cour. Elle lui raconte sa rencontre avec Élise, cette opportunité inattendue qui s'ouvre. « Tu vas accepter ?» demande-t-il en levant les yeux de son moteur. « J'ai peur. Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Marcus pose sa clé à molette et la regarde attentivement. « Tu sais ce que j'ai appris en réparant des moteurs ? Parfois, c'est la pièce qu'on croit défaillante qui révèle le vrai problème. Ta famille t'a toujours dit que tu étais celle qui posait problème. Peut-être que c'était leur problème à eux. » Cette phrase résonne en Gisèle comme une révélation. Elle pense aux reproches constants, aux échecs qu'on lui reprochait, à cette étiquette de « celle qui complique tout » qu'elle porte depuis l'enfance. « Ma mère dit que je ne sais jamais saisir les bonnes occasions. Ta mère te connaît vraiment ? Moi, en 2 semaines, j'ai vu quelqu'un de courageux, d'intelligent et de persévérant. Quelqu'un qui se reconstruit au lieu de se lamenter. » Gisèle sent une chaleur nouvelle l'envahir. Ces mots bienveillants, cette confiance qu'il lui témoigne, cette façon qu'il a de voir en elle des qualités qu'elle ignorait posséder. Et si ça marche avec Élise ? Alors tu auras prouvé que tu avais raison de croire en toi. Cette nuit-là, Gisèle appelle Élise pour accepter le stage. Dans son petit studio, face au miroir de la salle de bain, elle se regarde vraiment pour la première fois depuis l'incendie. « Je vais leur montrer qui je suis vraiment », murmure-t-elle à son reflet. 6 mois ont passé depuis le début du stage chez Élise. Gisèle jongle désormais entre ses matinées de comptabilité chez Monsieur Durand et ses après-midi à l'agence créative. Une vie bien remplie qui lui convient parfaitement. Ce matin, elle présente sa dernière campagne à l'équipe réunie dans la salle de conférence. Sur l'écran, des photos authentiques de familles recomposées, monoparentales, adoptives. Son slogan ? La beauté naît de la différence. Génial, Gisèle, applaudit Élise. Cette approche va toucher directement le cœur des consommateurs. Plus de familles parfaites, plus de mensonges publicitaires. Thomas,
le directeur artistique, hoche la tête avec admiration. Comment tu fais pour cerner si bien les attentes des gens ? Gisèle sourit. Comment expliquer que grandir dans une famille dysfonctionnelle lui a appris à déchiffrer les non-dits, à comprendre la souffrance cachée derrière les apparences ? Je suppose que j'observe beaucoup. Après la réunion, Élise la retient. J'ai une proposition. Le client est conquis par ton travail. Ils veulent t'engager directement comme consultante. Salaire correct, mission de 3 mois renouvelable. Gisèle sent son cœur s'emballer. Enfin, une reconnaissance de ses compétences. Une opportunité de construire quelque chose de solide. J'accepte. Parfait. Et félicitations, tu le mérites amplement. Le soir, Gisèle retrouve Marcus dans son nouveau chez elle. Un appartement de 2 pièces, dans un quartier plus agréable. Ils ont pris l'habitude de dîner ensemble plusieurs fois par semaine, cuisinant à tour de rôle des plats simples qu'ils partagent en racontant leur journée. « Tu rayonnes », observe Marcus en la voyant arriver avec une bouteille de vin et un sourire radieux. Mission accomplie au travail. Et toi, comment ça s'est passé au garage ? Marcus a quitté son emploi de bureau pour ouvrir son propre atelier de mécanique. Un pari audacieux qui commence à porter ses fruits. 3 nouvelles voitures cette semaine. Les clients apprécient qu'on prenne le temps de leur expliquer les réparations. Ils dînent en évoquant leurs projets respectifs. Marcus lui parle de son envie d'agrandir l'atelier. Elle lui confie son rêve de monter sa propre agence un jour. Ces conversations nourrissent leurs ambitions communes. « Tu as des nouvelles de ta famille ?» demande Marcus en servant le dessert. Gisèle fait la moue. Depuis qu'elle a refusé leur aide, les contacts se sont espacés. Quelques coups de téléphone pour son anniversaire. Des messages polis au fait. Rien de profond. Ma mère m'a appelé hier. Elle avait vu mon nom dans le journal local, dans l'article sur l'agence d'Élise. L'article mentionnait effectivement Gisèle comme « jeune talent prometteur du marketing authentique ». Une fierté qu'elle a savourée en silence. Elle était contente, faussement fière. Elle m'a dit « On a toujours su que tu réussirais, ma chérie », comme si elle avait toujours cru en moi. Marcus secoue la tête en souriant. L'art de réécrire l'histoire. Le plus drôle, c'est qu'elle voulait qu'on se voie pour fêter ça en famille, après des mois sans nouvelles. Gisèle repense à cette conversation téléphonique. Sa mère qui soudain s'intéresse à sa carrière, qui pose des questions sur ses revenus avec une curiosité mal déguisée. « Tu as accepté ?» J'ai dit que j'étais très occupée, ce qui est vrai. Mais au-delà de l'emploi du temps chargé, Gisèle ressent une réticence profonde à partager ses succès avec des gens qui n'ont jamais cru en elle. Pourquoi offrir sa joie à ceux qui l'ont ignorée dans la peine ? Marcus pose sa main sur la sienne. « Tu as le droit de choisir avec qui tu partages tes victoires. » Cette phrase libère quelque chose en Gisèle. Oui, elle a le droit de protéger son bonheur naissant, de le réserver à ceux qui l'ont accompagnée dans la reconstruction. Parfois, j'ai l'impression d'être égoïste. Non, tu es juste lucide. Il y a une différence entre l'égoïsme et la protection de soi. Cette nuit-là, blottie contre Marcus sur le canapé, Gisèle savoure cette paix nouvelle. Elle a un travail qui la passionne, un homme qui la respecte, des projets qui l'enthousiasment, une vie qu'elle a construite par ses propres choix. Son téléphone vibre. Un message de sa sœur Amélie. « Maman dit que tu nous évites. C'est ton succès qui te monte à la tête ?» Gisèle lit le message sans répondre. Elle éteint le téléphone et se serre un peu plus contre Marcus. Certaines questions ne méritent pas de réponse. Certaines personnes ne méritent pas d'explication. 3 mois se sont écoulés depuis que Gisèle travaille comme consultante indépendante. Son carnet de commandes se remplit régulièrement, sa réputation grandit dans le milieu publicitaire local. Ce matin, elle finalise une campagne pour une marque de vêtements qui mise sur la diversité corporelle. Son téléphone sonne. Sa mère. Encore. « Gisèle, ma chérie, ça fait trop longtemps. Quand est-ce qu'on se voit ?» Cette fausse chaleur dans la voix de Claudette agace Gisèle. Depuis l'article dans le journal, les appels se multiplient. Toujours pour prendre des nouvelles. Jamais pour s'excuser de leur absence durant les moments difficiles. « Je suis très occupée en ce moment, maman. »« Justement, on aimerait entendre parler de tes projets. Papa dit que tu gagnes bien ta vie maintenant. Voilà le vrai motif. L'argent. Toujours l'argent avec eux. Écoute, maman, j'ai besoin de me concentrer sur mon travail. Je te rappellerai quand j'aurai plus de temps. » Tu changes, Gisèle. Ce n'est pas comme ça qu'on traite sa famille.
Et comment on traite sa famille quand sa maison brûle? Un silence pesant s'installe. Tu vas encore ressortir cette vieille histoire? On était là, non? Cette capacité à minimiser, à déformer les faits, révulse Gisèle. Elle raccroche sans un mot de plus. Le soir, Marcus l'aide à déménager ses dernières affaires vers son nouvel appartement. Un 3 pièces lumineux avec une vraie cuisine et un bureau pour travailler. Le symbole tangible de sa réussite personnelle. « Tu sembles tendu », observe Marcus en posant un carton d'ouvrage de marketing. Ma famille recommence à s'intéresser à moi. Coïncidence troublante avec mes premiers vrais succès. Qu'est-ce que tu comptes faire? Gisèle s'assoit sur le rebord de la fenêtre, contemplant la vue sur le petit parc en contrebas. Elle a 29 ans, une carrière qui décolle, un homme qui l'aime pour ce qu'elle est. Pourquoi s'encombrer de relations toxiques? Je vais leur dire la vérité, que j'ai besoin d'espace pour construire ma vie. Ils vont mal le prendre. Tant pis, je ne peux plus faire semblant que tout va bien entre nous. Le lendemain, Gisèle organise un déjeuner familial dans un restaurant neutre. Claudette, Bernard et Amélie arrivent avec des sourires forcés et des compliments sur « comme elle a l'air épanouie ». « Les affaires marchent bien ?» demande Bernard après les politesses d'usage. « Très bien. D'ailleurs, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Elle respire profondément, se prépare mentalement à cette conversation qu'elle repousse depuis des mois. « Je vais prendre mes distances avec la famille pendant un certain temps. J'ai besoin de me concentrer sur ma carrière et ma relation avec Marcus. » Le silence tombe sur la table, comme une chape de plomb. « Qu'est-ce que tu veux dire par prendre tes distances ?» demande Claudette d'une voix pincée. « Moins d'appels, moins de visites. Je construis ma propre vie maintenant. » Amélie lâche un rire nerveux. « Tu plaisantes? Tu ne peux pas nous ignorer comme ça. » « Je ne vous ignore pas. Je choisis mes priorités. » Bernard se penche vers elle, le visage durci. « C'est ce Marcus qui te monte contre nous? Un simple mécanicien qui te fait croire que tu vaux mieux que ta famille ?» Cette attaque contre Marcus réveille une colère froide en Gisèle. Marcus me respecte. Il ne m'a jamais humiliée devant un tas de cendres. Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau. « On ne t'a jamais considéré comme un fardeau ?» proteste Claudette. « Vraiment? Alors pourquoi, à chaque problème dans ma vie, votre première réaction était de me dire que je l'avais bien cherché ?» Gisèle sort de son sac les photos qu'Amélie avait prises devant sa maison brûlée. Elle les pose sur la table. « Vous vous souvenez de ça? Vos selfies devant mes ruines ?» Amélie pâlit en reconnaissant ses propres clichés. C'était juste, on ne savait pas comment réagir. Vous saviez parfaitement. Vous avez choisi de rire plutôt que d'aider. Claudette tente un dernier argument. Mais enfin, on est ta famille. Le sang, c'est sacré. Gisèle se lève calmement, pose quelques billets sur la table pour régler sa part. La famille, ça se mérite par les actes, pas par les gènes. Vous n'avez jamais agi comme ma famille. Elle les laisse tous les trois, bouche bée, autour de leur table de restaurant. En sortant, Gisèle se sent étrangement légère, comme si elle venait de poser un fardeau qu'elle portait depuis des années sans s'en rendre compte. Elle appelle Marcus. C'est fait. Je leur ai dit la vérité. Comment ça s'est passé? Mieux que je ne l'espérais. Je me sens libre. 2 mois après le déjeuner de rupture, Gisèle savoure sa nouvelle tranquillité. Plus d'appels culpabilisants, plus de reproches déguisés en conseils. Elle se concentre entièrement sur son agence de communication qu'elle vient de créer avec Élise comme associée. Authenticité Communication commence à se faire un nom dans la région. Ce matin, elle a rendez-vous avec Monsieur Forestier, directeur d'une chaîne d'hôtels familiaux. Un gros contrat en perspective. « Mademoiselle Gisèle », dit-il en la recevant dans son bureau feutré, « votre réputation vous précède. On dit beaucoup de bien de votre approche novatrice. » Gisèle sourit, confiante. Elle a préparé une présentation solide sur le marketing émotionnel pour l'hôtellerie familiale. Cependant, continue Monsieur Forestier, avec une gêne perceptible, j'ai entendu certaines choses qui m'inquiètent un peu. Le sourire de Gisèle se fige. Quel genre de choses? Des rumeurs selon lesquelles vous auriez abandonné votre famille dès que vous avez gagné de l'argent. Que vous seriez, comment dire, ingrate envers ceux qui vous ont élevé. Gisèle sent son estomac se nouer. Elle reconnaît là les mots exacts de sa mère. Puis-je vous demander où vous avez entendu cela? Au club de golf. Votre mère est membre, je crois. Madame Claudette Moreau.
Une femme charmante qui semblait très peinée de votre attitude. Sa mère au club de golf. Bien sûr, l'endroit idéal pour salir sa réputation auprès de la clientèle aisée de la région. Monsieur Forestier, les relations familiales peuvent être complexes. Cela n'affecte en rien mes compétences professionnelles. Certes, mais nous privilégions les partenaires qui partagent nos valeurs familiales, vous comprenez? Gisèle comprend parfaitement. Elle vient de perdre ce contrat à cause des médisances de sa famille. Le soir même, Marcus la trouve en train de faire les 100 pas dans son bureau, furieuse. Ils sont en train de détruire ma réputation. Claudette raconte à qui veut l'entendre que je suis une fille dénaturée qui a oublié ses origines. Tu as des preuves? Forestier m'a pratiquement tout répété. Et ce n'est sûrement pas le seul. Gisèle allume son ordinateur et commence à rechercher des informations sur sa famille. S'ils veulent jouer à ce jeu-là, autant connaître les règles. Elle découvre rapidement que le garage de son père fait l'objet de plusieurs plaintes pour surfacturation. Des témoignages de clients mécontents traînent sur les forums automobiles. Bernard semble facturer des réparations non effectuées. Côté maternel, l'association caritative que préside Claudette affiche des comptes étrangement flous. Les dons collectés pour les sinistrés semblent disproportionnés par rapport aux aides réellement distribuées. Quant à Amélie, son poste de consultante en communication dans une agence publicitaire cache en réalité un emploi fictif. Elle passe ses journées sur les réseaux sociaux pendant que son petit ami, propriétaire de l'agence, lui verse un salaire de complaisance. « Regarde ça », dit Gisèle en montrant ses découvertes à Marcus. « Ils ont du culot de me donner des leçons de morale. » Marcus fronce les sourcils en parcourant les documents. « Tu comptes faire quoi de ces informations ? » « Pour l'instant, rien. Mais s'ils continuent à nuire à mon travail, je me défendrai. Fais attention, Gisèle. La vengeance peut devenir addictive. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la légitime défense. » Le lendemain, Élise l'informe qu'un autre client potentiel a annulé leur rendez-vous. Même prétexte, des réserves sur ses valeurs familiales, après avoir entendu certaines choses. « Ils veulent la guerre ?» murmure Gisèle en fermant le dossier du client perdu. « Ils vont la voir. » Elle sort son téléphone et appelle un ami journaliste qu'elle a rencontré lors d'un salon professionnel. Si sa famille utilise les réseaux sociaux et les clubs mondains pour la discréditer, elle aussi peut jouer de ses relations. « Salut Pierre, c'est Gisèle. J'aurai quelques tuyaux intéressants sur des irrégularités dans le milieu associatif local. Ça t'intéresse ?» Marcus, depuis le seuil de la pièce, la regarde avec inquiétude. Cette détermination froide dans ses yeux lui fait peur. Il reconnaît à peine la femme douce qu'il a appris à aimer. « Gisèle, tu es sûre de vouloir aller sur ce terrain ?» Elle lève les yeux vers lui, et pour la première fois, il lit dans son regard une dureté qu'il ne lui connaissait pas. Ils ont choisi de s'attaquer à mon gagne-pain, à notre avenir commun. Je ne les laisserai pas faire. La guerre est déclarée. Mais qui en sortira vainqueur ? 3 semaines se sont écoulées depuis que Gisèle a transmis ces informations à Pierre Delacroix, journaliste d'investigation au quotidien régional. Ce matin, elle découvre son article en une du journal local. Magouilles en série, quand l'associatif cache le lucratif. L'enquête expose méthodiquement les détournements de l'association de Claudette, les pratiques douteuses du garage de Bernard et l'emploi fictif d'Amélie. Aucune accusation directe, juste des faits vérifiables et des témoignages recoupés. Gisèle sirote son café en lisant l'article avec un mélange de satisfaction et d'appréhension. Elle a franchi une ligne et le retour en arrière semble impossible. Son téléphone explose. D'abord Amélie, hystérique. « Tu es complètement folle. Tu as détruit nos réputations. » J'ai simplement donné des informations vérifiables à un journaliste. Il a fait son travail. « Menteuse! Tu as tout orchestré! Mon patron m'a convoqué ce matin. Je risque de perdre mon travail. » Peut-être que si tu faisais vraiment ton travail, il n'y aurait pas de problème. Amélie raccroche en claquant. 5 minutes plus tard, c'est Bernard qui appelle, furieux. « Ma propre fille qui me poignarde dans le dos. Mes clients me fuient à cause de tes mensonges. » « Ce ne sont pas mes mensonges, papa. Ce sont tes factures gonflées qui sont dans l'article. Tu as toujours été jalouse de notre réussite. Depuis petite, tu cherchais à nous nuire. Cette accusation révulse Gisèle. Jalouse, elle qui a toujours admiré leur apparente réussite sociale. Ma réussite, je l'ai construite sans vous, et sans Magouille. Bernard raccroche violemment.
La dernière à appeler est Claudette, la voix tremblante de rage. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère? Cette association, c'est toute ma vie sociale. Peut-être que si tu avais vraiment aidé les sinistrés au lieu de détourner leurs dons, ton association ne serait pas dans cette situation. Tu mens. J'ai toujours été irréprochable. Les comptes parlent d'eux-mêmes, maman. Pierre a tout vérifié. Tu nous détruis par pure méchanceté. Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Gisèle éclate d'un rire amer. « Tout ce que vous avez fait, vous voulez qu'on en parle ?» Le silence de Claudette en dit long. Au fond, elle sait très bien ce qu'ils ont fait. Ou plutôt, ce qu'ils n'ont jamais fait. Dans l'après-midi, Élise passe au bureau avec un sourire satisfait. 3 nouveaux clients nous ont contactés ce matin. Ils apprécient qu'on travaille avec quelqu'un d'intègre. L'article a eu l'effet inverse de celui escompté par sa famille. Au lieu de nuire à sa réputation, il l'a consolidée. Les gens respectent son courage de dénoncer des pratiques malhonnêtes, même en famille. Le soir, Marcus la trouve dans son bureau, contemplant les retombées de l'article sur son ordinateur. « Comment te sens-tu » demande-t-il en s'asseyant près d'elle. Soulagé, et un peu triste aussi. Triste ? De devoir en arriver là pour qu'il me laisse nasse tranquille. J'aurais préféré qu'on puisse coexister sans se faire de mal. Marcus lui prend la main. Tu leur as donné cette chance. Ils ont choisi d'attaquer ton travail. Tu trouves que j'ai eu raison ? Tu t'es défendu. C'est différent de l'attaque gratuite. Gisèle apprécie cette nuance. Elle n'a pas cherché à leur nuire par plaisir, mais pour protéger ce qu'elle a construit. Son téléphone vibre. Un message de sa mère. J'espère que tu es fier de toi. Tu as détruit notre famille. Gisèle montre le message à Marcus. Elle renverse encore la situation, comme si c'était moi qui avais commencé. Tu vas répondre ? Gisèle réfléchit longuement, puis tape sa réponse. Vous avez détruit notre famille, il y a bien longtemps. Moi, j'ai juste cessé de faire semblant que tout allait bien. Elle envoie le message et éteint son téléphone. Cette nuit-là, blottie contre Marcus, Gisèle réalise qu'elle ne ressent plus aucune culpabilité. Ses parents récoltent les fruits de leurs propres actions. Elle n'est plus responsable de leurs choix. « Tu crois qu'ils vont arrêter maintenant ?» demande-t-elle dans l'obscurité. Probablement. Ils ont d'autres problèmes à gérer. Gisèle ferme les yeux, apaisée. Elle a gagné cette bataille, mais à quel prix pour son cœur ? Le lendemain matin, apportera-t-il enfin la paix qu'elle cherche depuis si longtemps ? 15 jours après la parution de l'article, Gisèle travaille tranquillement dans son bureau, quand Élise fait irruption, le visage préoccupé. « Tes parents sont en bas, avec ta sœur. Ils exigent de te voir. » Gisèle sent son estomac se nouer. Elle s'attendait à cette confrontation finale, mais pas si tôt. Ils sont comment ? Furieux. Mais déterminés. Je peux leur dire que tu n'es pas là ? Non. Autant en finir une bonne fois pour toutes. Gisèle descend les escaliers avec une sérénité surprenante. Dans le hall d'accueil, ses 3 visiteurs l'attendent, visiblement tendus. Claudette porte ses habits du dimanche, comme pour une occasion solennelle. Bernard serre les poings. Amélie évite son regard. « On peut parler en privé ?» demande Claudette d'une voix glaciale. « Nous n'avons rien à nous dire en privé. Mes collègues peuvent t'entendre. »« Très bien, puisque tu aimes étaler nos affaires en public. » Gisèle les guide vers la salle de réunion. Marcus, prévenu par Élise, arrive discrètement et s'installe près de la porte. Sa présence rassure Gisèle. Bernard attaque immédiatement. « Tu as détruit notre réputation. Mon garage ferme définitivement la semaine prochaine. Tes pratiques malhonnêtes ont détruit ton garage, pas moi. »« Mes pratiques ?» explose-t-il. « J'ai nourri une famille pendant 30 ans avec ce garage, en trompant tes clients. L'article ne fait que rapporter des faits. » Amélie prend la parole, la voix tremblante. « J'ai perdu mon travail à cause de toi. Tu te rends compte ? Tu as perdu un emploi fictif. Ce n'est pas la même chose. Comment peux-tu être si froide ? On est ta famille ?» Cette phrase, répétée depuis des mois, exaspère finalement Gisèle. « Vraiment ? Vous voulez qu'on parle de famille ?» Elle se lève, se plante devant eux 3. « Une famille, ça se serre les coudes dans les épreuves. Vous avez pris des photos devant ma maison brûlée. On ne savait pas comment réagir, bredouille Amélie. Une famille, ça soutient sans condition. Vous m'avez proposé de l'aide en échange d'argent et de corvées. » Claudette tente de l'interrompre,
Mais Gisèle continue. Une famille, ça célèbre les succès de ses membres. Vous avez cherché à détruire ma réputation professionnelle par jalousie. Ce n'était pas par jalousie, proteste Claudette. C'était pour te ramener à la raison. Quelle raison? Celle qui consiste à accepter vos humiliations en silence. Bernard se lève brutalement. Tu nous parles sur un ton. Nous, on t'a élevé, nourri, logé. Vous avez fait votre devoir minimum de parents. Félicitations. Cette réponse cinglante les laisse tous trois sans voix. Marcus observe la scène avec admiration. Il découvre une Gisèle qu'il ne connaissait pas. Forte, déterminée, libérée de ses chaînes. Claudette tente un dernier chantage émotionnel. Tu vas vraiment nous tourner le dos définitivement? Nous qui t'avons donné la vie? Gisèle la regarde droit dans les yeux. Donner la vie, ce n'est que le début. Il faut aussi donner de l'amour, du respect, de la confiance. Ça, vous ne l'avez jamais fait. Bien sûr que si. On t'aime. L'amour, ça se montre. Pas seulement par des mots quand on a besoin de quelque chose. Gisèle retourne s'asseoir, étrangement calme. J'ai 30 ans. J'ai une entreprise qui marche, un homme qui me respecte, des projets qui m'enthousiasment. Je n'ai plus besoin de votre validation. Et nous, on a besoin de quoi? Demande Amélie, les larmes aux yeux. D'apprendre à assumer vos actes, d'arrêter de rejeter la faute sur les autres, de grandir, tout simplement. Bernard frappe du poing sur la table. Tu es devenu dur. Ce Marcus t'a monté contre nous. Marcus s'approche calmement. Je n'ai jamais dit un mot contre vous. Gisèle a pris ses décisions seule, en adulte responsable. Toi, on ne t'a rien demandé. Vous avez raison. Vous ne m'avez rien demandé. Surtout pas d'aimer votre fille comme elle le mérite. Cette réplique laisse Bernard sans voix. Claudette se lève dignement. Très bien. Tu as fait ton choix. Mais ne viens pas nous pleurer quand tu te retrouveras seule. Je ne serai jamais aussi seule qu'avec vous. Ils sortent sans se retourner. Gisèle reste immobile quelques minutes, digérant cette confrontation finale. Marcus s'approche et l'enlace tendrement. Tu as été magnifique. J'ai l'impression d'avoir enfin dit tout ce que j'avais sur le cœur depuis des années. Comment te sens-tu? Gisèle réfléchit, sondant ses émotions. Libre. Définitivement libre. 1 an et demi s'est écoulé depuis la confrontation finale. Gisèle contemple le jardin de sa nouvelle maison depuis la fenêtre de son bureau. Marcus plante un cerisier près de la terrasse qu'ils ont construite ensemble le week-end dernier. Cette maison, ils l'ont choisie, rénovée et décorée selon leur goût commun. Chaque pièce raconte leur histoire d'amour et de reconstruction. Authenticité Communication prospère au-delà de ses espérances. L'agence emploie désormais 8 personnes et s'est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises familiales en crise. Gisèle a transformé sa propre douleur en expertise professionnelle. Ce matin, elle reçoit Madame Dubois, dirigeante d'une chaîne de restaurants dont les enfants se déchirent pour la succession. Comment avez-vous réussi à surmonter vos propres conflits familiaux? Demande la quinquagénaire fatiguée. En acceptant que certaines relations ne peuvent pas être réparées. Parfois, la paix vient de la distance. Gisèle n'évoque jamais les détails de sa propre histoire, mais son expérience transparaît dans ses conseils. Elle aide ses clients à distinguer l'amour authentique de la manipulation émotionnelle. Après le rendez-vous, Élise passe dans son bureau, avec un sourire complice. « Tu as vu les journaux? Ton père a ouvert un petit garage associatif dans le quartier populaire. Il répare gratuitement les voitures des familles en difficulté. » Gisèle lève les yeux de son ordinateur, surprise. « Vraiment ? » L'article dit qu'il a changé d'approche après une période de remise en question personnelle. Une étrange émotion traverse Gisèle. Pas de la joie, mais une forme de soulagement. Peut-être que ses parents ont finalement appris quelque chose de leur effondrement. Et ma mère ? Elle donne des cours d'alphabétisation aux femmes immigrées. Bénévolement cette fois. Gisèle hoche la tête sans commentaire. Ces changements arrivent trop tard pour reconstruire leur relation. Mais elle se réjouit qu'ils aient trouvé une voie plus honorable. Le soir, Marcus et elle dînent sur leur terrasse fleurie. Il lui parle de son projet d'agrandir l'atelier pour former des jeunes en insertion. Elle évoque sa prochaine conférence sur la communication bienveillante en entreprise. « Tu as des regrets ?» demande Marcus en lui servant un verre de vin. « Sur ma famille ? Non, aucun. Même après avoir appris leurs évolutions ?» Gisèle réfléchit longuement.
Je suis contente qu'ils aient changé. Mais ça ne répare pas 28 ans de négligence émotionnelle. Certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. Et s'ils tentaient de reprendre contact, je ne fermerai pas la porte complètement. Mais il faudrait qu'ils reconnaissent leur tort, qu'ils s'excusent vraiment. Marcus lui prend la main. Tu es devenu quelqu'un d'exceptionnel, tu le sais. Grâce à toi, et à Élise, et à tous ceux qui m'ont montré ce qu'était le vrai respect. Cette nuit-là, Gisèle sort d'un carton poussiéreux la photo fissurée de ses grands-parents, seule relique sauvée de l'incendie. Elle l'observe longuement à la lumière de sa lampe de chevet. Ses grands-parents l'avaient vraiment aimée, eux, sans condition, sans attente. Leur amour authentique lui avait donné assez de force pour survivre au manque d'affection de ses parents. Elle place délicatement la photo sur sa table de nuit, près de celle qui la montre avec Marcus le jour de leur emménagement. 2 familles, l'une de sang, imparfaite mais aimante, aujourd'hui disparue, l'autre de cœur, choisie et construite jour après jour. Marcus dort paisiblement à ses côtés. Cet homme patient qui l'a aidé à guérir sans jamais la brusquer. Cet homme qui prouve chaque jour qu'on peut aimer sans posséder, soutenir sans juger. Gisèle éteint la lumière et se blottit contre lui. Demain, elle animera un atelier pour des femmes qui sortent de relations toxiques. Elle leur dira qu'il est possible de reconstruire, de faire confiance à nouveau, d'aimer sainement. Elle leur parlera de résilience, de cette force qui naît parfois des cendres de l'ancienne vie. Par la fenêtre ouverte, elle entend le vent dans les feuilles du cerisier que Marcus a planté. Dans quelques années, il donnera ses premiers fruits. Comme elle, il a fallu du temps pour que sa nouvelle vie porte ses fruits. Mais maintenant, les racines sont profondes et solides. Parfois, il faut que tout brûle pour que la vraie vie puisse enfin commencer. Et la sienne ne fait que commencer.